Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'Extra Club en direct. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Ouvrir mon capital à mes collaborateurs, oui ou non ?» Et nous aurons l'occasion d'en discuter avec Jérôme Dédéian, notre expert, que je vais présenter très rapidement. Donc merci pour votre fidélité. Je voulais vous préciser que c'est la 6e édition en fait en direct de notre Extra Club. 6e édition. Les Extra Clubs en fait s'inscrivent dans une offre plus globale de l'APM pour information. Une trentaine d'événements d'ailleurs sont prévus d'ici fin juin. Vous aurez la possibilité d'accéder donc à un calendrier sur le site. Et puis il y a 3 événements prévus, 3 voyages en fait d'ici la fin de l'année. En Finlande, à Montréal, aux Pays-Bas, voilà, pour information. Alors, j'en viens tout de suite à la présentation de notre expert APM, Jérôme Dédéian. Jérôme a 47 ans, il est chef d'entreprise, spécialiste de l'épargne salariale, l'épargne de retraite d'entreprise et individuelle et de l'actionnariat salarié. Quand j'ai posé la question de comment Jérôme en est arrivé à travailler sur le sujet, qui nous réunit tous ensemble, il a rencontré beaucoup d'entreprises qui avaient besoin d'ouvrir leur capital et qui ont pu le faire ou pas, à commencer par l'entreprise familiale de courtage d'assurance que son frère et lui n'avaient pu reprendre faute de pouvoir sortir les actionnaires familiaux et puis réouvrir le capital. L'association capital est une composante essentielle pour Jérôme du métier actuel de son équipe car elle est très fortement liée à l'épargne salariale et la demande croît de plus en plus pour tout type d'entreprise. Alors, en l'occurrence, je vous propose de carrément commencer par un nouveau sondage, un premier sondage que nous lançons, c'est une première. Spontanément, en fonction de votre situation de dirigeant, avez-vous pour vous, vos cadres clés, tous vos collaborateurs, un projet d'ouverture de capital de votre entreprise? On vous propose d'y répondre pendant quelques minutes. Et à ce propos, nous reviendrons évidemment, nous commenterons avec Jérôme. Voilà, je me permets de poser une première question à Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Françoise. Merci à toi. Alors Jérôme, j'ai déjà une première question à te poser. Quelle est la réalité de l'actionnariat salarié dans les entreprises non cotées versus cotées en France? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? Alors oui, ça existe bien sûr. L'actionnariat salarié est vraiment une réalité en France et une réalité très significative. En fait, je suis heureux de vous apprendre que la France est le champion européen de l'actionnariat salarié dans les entreprises cotées, donc plutôt dans les grandes entreprises cotées. Nous, on regarde tous les ans chez RS 2200 entreprises cotées en Europe, dans l'Union européenne, et on trouve que la France est 2 fois plus avancée que la moyenne de l'Union européenne. En gros, dans les boîtes cotées, 80% des entreprises ont des plans d'actionnariat salarié très larges, c'est-à-dire proposés à l'ensemble des collaborateurs. C'est 2 fois la moyenne européenne, et ça représente 3,6% du capital, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne européenne. Alors ça, c'est très vrai pour les entreprises cotées. Dans le non-coté, c'était plus compliqué puisque jusqu'à présent, on n'avait pas de chiffres. Alors on a fait réaliser par Opinionway il y a quelques semaines, et en partenariat avec BDO, le cabinet d'expertise comptable, la première enquête qualitative sur la réalité de l'actionnariat salarié dans nos entreprises non cotées en France. Et on a trouvé que 2 entreprises sur 3 non cotées ont un dispositif d'association à la performance ou de partage du profit, mais qu'il n'y en a que 4% qui ont effectivement ouvert leur capital de façon significative à leurs collaborateurs. Ça nous met 3 fois en dessous de la moyenne européenne et pas loin de 10 fois en dessous de ce qui se passe dans le non-coté aux États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'il y a une réalité dans le non-coté de l'actionnariat salarié, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'accord, merci beaucoup Jérôme. En l'occurrence, on va regarder très vite les résultats du sondage auquel vous êtes en train de répondre. Une deuxième question, je dirige une entreprise non cotée, je pense à l'ouverture de mon capital, est-ce grave docteur? Alors oui, je dirais que ce n'est pas grave du tout, c'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que si vous dites qu'associer les collaborateurs au capital est un moyen d'emmener votre entreprise plus loin, ça veut dire que vous faites partie des 3% de patrons d'entreprises non cotées qui ont l'intention de le faire, des 5% de patrons d'entreprises non cotées qui ont l'intention de le faire dans les 3 ans qui viennent. Puisqu'on a vraiment bien interrogé les gens pour savoir s'ils y pensaient ou pas. Et donc c'est un projet pour 5% des patrons non cotés à une échelle de 3 ans assez courte. Donc c'est plutôt bon signe. Et évidemment, les gens qui le font espèrent bénéficier de ce que ceux qui l'ont fait ont constaté comme bienfait pour leur entreprise, principalement une meilleure implication des collaborateurs et une meilleure motivation
emmener la boîte plus loin, améliorer ses résultats et sa performance. Et puis, c'est aussi l'occasion de rendre l'entreprise plus attractive pour attirer les talents dont elle a besoin, notamment dans des métiers où on a pénurie de main-d'œuvre ou besoin de compétences clés. C'est aussi, pour les entreprises qui ouvrent leur capital, un moyen, très souvent, d'accompagner un cap de croissance, un cap de diversification, ou pourquoi pas une opération de transmission de l'entreprise par ses actionnaires ou ses dirigeants à des collaborateurs. D'accord, merci beaucoup. Alors déjà, des premiers résultats du sondage, 72% oui, 28% non. Bon, ça montre bien que les patrons de l'APM sont plus éclairés que la moyenne des patrons français d'entreprise de nos côtés, puisque 72% contre 5%, donc une immense majorité de patrons éclairés à l'APM, bravo. Bon, génial. Alors, Jérôme, 5 raisons de ne pas ouvrir son capital. Peux-tu nous donner? Oui, je ne sais pas si je vais en trouver 5 parce que, évidemment, ça a beaucoup de vertus, je viens de les dire, de motivation, de fidélisation, d'attractivité, emmener la boîte plus loin. En fait, un projet d'ouverture du capital, c'est un projet de business et de ressources humaines. C'est-à-dire que si j'arrive en me disant « ce serait bien » sans savoir pourquoi je le fais, est-ce que c'est pour transmettre ma boîte? Est-ce que c'est dans le cadre d'entrée d'investisseurs extérieurs, qu'ils soient financiers ou industriels? Est-ce que c'est pour arrimer une équipe que je viens d'acheter? Est-ce que c'est pour envoyer une équipe à la conquête d'un nouveau marché? Il faut partir du business, il faut se demander de qui on a besoin en face, et c'est à partir de ces éléments de business et de RH qu'on peut vraiment ouvrir son capital. Donc vraiment, ne pas le faire si on n'est pas clair sur les raisons de business et de ressources humaines pour lesquelles on veut le faire. Ce serait une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il m'arrive, pas à l'APM bien sûr, de rencontrer des patrons avec mon équipe qui ont essayé de vendre leur boîte, qui n'ont pas réussi, et qui se disent finalement la sortie entre les mains des salariés est une bonne idée, mais si votre entreprise n'est pas en bonne santé, c'est évidemment pas un cadeau à faire à vos collaborateurs. Il ne faut pas penser à ouvrir son capital pour se délester d'une entreprise qui ne va pas bien. Ou alors, il faut avoir d'abord élaboré un plan de retournement auquel on croit et qui signifie quelque chose. Troisième raison de ne pas le faire, il y a le problème de la gestion des actionnaires. Quelle que soit la nature de ces actionnaires, mais particulièrement quand on a des actionnaires familiaux. En gros, si on n'a pas préalablement convaincu oncle Roger, cousine Germaine, qui sont des actionnaires familiaux dormants historiques, qu'il vaut mieux être ensemble propriétaire de 90% d'une boîte qui vaut 200 plutôt que de 100% d'une boîte qui vaut 50, ce n'est pas la peine d'y aller ou de promettre ça à ses collaborateurs parce qu'on va au-devant de graves ennuis avec ces actionnaires qui ne sont pas prêts à considérer que ça permet d'aller plus loin et d'enrichir tout le monde plutôt que de spolier la famille. Enfin, il ne faut pas le faire si on n'est pas dans une posture de dirigeant où on est prêt à accepter de perdre un peu de son pouvoir et de livrer de l'information sur la bonne marche des affaires aux collaborateurs qu'on aura associés de façon à gagner en légitimité. Finalement, on va perdre un peu de son autorité ou partager un peu son autorité, l'accès à l'information, demander plus leur avis aux gens puisqu'ils seront actionnaires, et ça permet de renforcer sa légitimité de patron, mais si on n'est pas prêt à l'accepter, il ne faut pas le faire. Il y a un dernier point. Il ne faut surtout pas ouvrir son capital aux collaborateurs si on n'est pas prêt à externaliser la valeur patrimoniale de son outil de travail. C'est-à-dire qu'on va être obligé, quand on ouvre le capital, d'afficher un prix, et si on n'est pas prêt à l'assumer, évidemment, il ne faut pas le faire. Bon, déjà dans ça, en fait, dans les éléments. Alors finalement, comment s'y prendre? Est-ce qu'il y a 5 raisons d'ouvrir son capital? Alors il y a plein de bonnes raisons d'ouvrir son capital, il y en a même peut-être plus que 5. Je vais essayer d'en citer les principales. Il y en a que j'ai déjà dites. Une boîte qui a des collaborateurs impliqués, qui sont co-entrepreneurs aux côtés des actionnaires et des dirigeants, est forcément une boîte qui voit plus loin et dans laquelle les gens raisonnent aussi bien en actionnaires qu'en salariés et sont parfaitement capables d'adhérer plus massivement à un projet parce qu'ils y voient bien un intérêt. D'une certaine façon, l'actionnariat salarié, si vous me passez cette terminologie marxiste, est le moyen de réconcilier le capital et le travail, d'aligner les intérêts de tout le monde pour emmener l'entreprise plus loin. C'est vraiment évidemment sa principale vertu. Plus spécifiquement, je dirais qu'un dirigeant peut ou doit ouvrir son capital s'il a la conviction que son projet de développement passe par une démultiplication des compétences et des talents et qu'il est prêt à partager une partie de la valeur créée avec tous les gens qui auront contribué à la créer. C'est vrai notamment quand on a besoin de compétences clés pour diriger une business unit, pour reprendre la direction d'une filiale, pour attaquer un nouveau marché, ou qu'on a besoin de compétences qui sont rares, qu'on a du mal à les attirer, et que donc évidemment les associés au capital, en plus du salaire, est un moyen de les attirer à vous. Je dirais qu'il y a un cas d'ouverture du capital qui est assez traditionnel et très très utile, qui est quand c'est le chemin de transmission de son entreprise par le dirigeant avant sa retraite. Il est clair qu'on n'a parfois pas tellement envie de faire une transaction où tout ce qu'on a développé pendant sa vie passe au marché, entre guillemets, et on a quand même légitimement le droit de vouloir valoriser
tout ce qu'on a construit comme patrimoine professionnel au prix que ça vaut. Le faire entre les mains de collaborateurs fidèles, qui connaissent les clients, qui connaissent les process, qui connaissent les fournisseurs, qui vont respecter l'esprit, est un chemin de transmission qui est magnifique et qui est un très très bon motif d'ouverture de son capital à ses collaborateurs. Enfin, il y a deux autres raisons de le faire. C'est si on est un peu partageux, c'est-à-dire si on a la conviction sincère que ça vaut le coup de partager la valeur créée ensemble, avec l'ensemble des gens qui y contribuent. On voit souvent, nous, dans l'équipe DRS, des dirigeants qui viennent nous voir en disant « je veux rendre, je veux associer, parce que je vois bien que je ne fais pas ça tout seul, et tous les gens qui sont avec moi, j'ai envie de les emmener et qu'ils en retirent aussi du fruit ». Dernier point, il y a souvent, à l'occasion d'une étape d'évolution du manager ou dans le management, quand il y a un changement de dirigeant, un nouveau dirigeant qui arrive dans la famille, quand il y a une opération de LBO avec un renouvellement de l'équipe et un nouveau projet, il est très clair que associer les gens est un des moyens de mobilisation et surtout, je dirais, de changement de la gouvernance de l'entreprise dans un système qui est peut-être plus coopératif, plus de partage d'informations, plus de contribution de chacun, et c'est comme ça qu'on fait les plus belles aventures industrielles. Merci beaucoup. Si je veux aller plus loin en tant que dirigeant, comment je m'y prends? Alors, il y a 3 étapes à respecter et il faut vraiment les prendre dans cet ordre-là. La première chose, c'est de définir son cahier des charges. J'ai dit qu'il ne fallait pas y aller si on ne savait pas pourquoi on le faisait. C'est clair qu'il faut parler du business. Est-ce que je suis là pour accompagner un développement organique, un développement géographique? Est-ce que je suis là pour accompagner l'intégration d'une croissance externe? Est-ce que je suis là pour recruter ceux qui dirigeront la boîte après mon départ? Est-ce que je suis là pour accompagner une opération de LBO avec un financement et entrée d'investisseurs tiers qui vont, je dirais, venir renforcer les fonds propres de l'entreprise pour financer son développement? Tout ça, c'est du business et il faut vraiment partir du cahier des charges de business. Ensuite, on met les RH. On met les gens dont on a besoin en face. Ce sont des gens de l'interne, c'est-à-dire qui je sélectionne pour faire ce projet-là de business. Et puis, ce sont éventuellement les gens qu'on a besoin d'attirer pour compléter l'équipe, pour être capable d'atteindre ces objectifs de business. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser les questions de qui j'associe avec différentes strates de population. On fait forcément pas la même chose sur un comité exécutif ou un dirigeant de filiale que ce qu'on peut faire pour les cadres ou pour l'ensemble des collaborateurs si on a envie d'emmener tout le monde dans le projet. On va se demander si on veut que l'opération d'actionnariat salarié soit à effet immédiat ou à effet différé, le cas échéant sous condition de performance. On va se demander si on veut que ce soit gratuit ou si on veut qu'il y ait une prise de risque financière personnelle des collaborateurs et de quel ordre. Et puis, on va évidemment se demander quel est le quantum, c'est un bien gros mot, mais quel est le volume du capital qu'on doit utiliser pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire servir son cahier des charges de business et de ressources humaines. Ça, c'est vraiment la base. La deuxième étape, et c'est seulement la deuxième étape, on plonge dans la boîte à outils. La boîte à outils, elle comprend une infinité d'outils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la boîte à outils, et même si la réglementation change souvent, fiscalité, des cotisations sociales, on trouve toujours dans la boîte à outils de quoi servir son cahier des charges. Mais si on se pose la question de rentrer par la boîte à outils, on commet une erreur incroyable puisque on va rentrer par l'outil au risque de se noyer et de perdre de vue son cahier des charges. Donc d'abord le cahier des charges, ensuite la boîte à outils. Et là, la panoplie existe, du gratuit. On peut se demander comment une action peut être gratuite, mais ça existe et ça peut être très efficace pour amorcer une transmission par exemple, ou pour associer des gens qu'on ne peut pas payer à leur prix de marché à un projet de développement, jusqu'à l'achat de l'action au prix qu'elle vaut, en passant par toute une palette d'instruments de type optionnel qu'on peut paramétrer avec des conditions de performance, des conditions de valorisation patrimoniale, un levier qui permet vraiment de tailler le schéma d'actionnariat salarié exactement à son cahier des charges. Et puis une fois qu'on a fait son cahier des charges et qu'on a sorti de la boîte le ou les outils à paramétrer pour servir ce cahier des charges, il y a une étape qui est fondamentale, qui est l'étape d'exécution et de promotion du schéma. En gros, ça ne sert à rien d'avoir inventé le super schéma si on ne prend pas le temps de le mettre en œuvre de façon ultra rigoureuse pour éviter tous les problèmes juridiques, fisco-sociaux qu'on peut avoir sur l'utilisation d'un instrument de capital entre les mains de collaborateurs qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail. Et puis, il y a tout un enjeu de promotion et de communication. Si vous ne faites pas la promotion de votre schéma, les explications, si vous ne dites pas pourquoi je le fais, où est-ce que ça emmène les gens et surtout ce qu'ils peuvent en retirer, si vous ne dites pas en cours de route si ça fonctionne bien ou pas, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, et il faut communiquer autant quand ça ne donne pas les résultats attendus et qu'il faut en remettre une couche que quand ça donne les résultats attendus, vous perdez l'efficacité du travail que vous avez fait sur votre schéma.
Merci beaucoup. Une dernière question avant d'en arriver aux réponses à vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que vous n'hésitez pas à liker les questions qui sont existantes ou en poser d'autres. Il y a déjà beaucoup de questions, Jérôme, qui arrivent. Dernière, développement de ta part. Avec quels interlocuteurs on procède? Ça, c'est fondamental. En fait, l'interlocuteur, c'est d'abord vous, c'est-à-dire c'est votre bon sens et votre vision de business du projet de développement de la boîte. On a le droit de la scénariser, bien sûr. Si les dirigeants que nous sommes savaient exactement où va leur entreprise et où elle sera dans 10 ans, tout le monde pourrait être dirigeant. Donc on vit évidemment dans un environnement incertain, mais on a le droit de scénariser ce qui peut se passer pour savoir si les outils qu'on choisit sont robustes dans les différents scénarios. Donc il y a nous et notre bon sens. Il y a évidemment les actionnaires. On n'est pas toujours propriétaire à 100% de sa boîte. On peut avoir des fonds d'investissement, des actionnaires familiaux, des actionnaires industriels tiers. Et il faut forcément les embarquer dans l'aventure d'ouverture du capital aux collaborateurs, parce que s'ils ne sont pas d'accord, on ne pourra rien faire. D'ailleurs, il y a une erreur à ne pas commettre, qui est d'informer les gens qu'on va ouvrir le capital à leur profit, sans avoir d'abord obtenu la validation des actionnaires sur le sujet. On se met en difficulté de management. Et puis, il faut évidemment un expert valorisateur indépendant pour objectiver la valeur de l'entreprise. Et là, on touche du doigt un sujet qui est fondamental, qui est la quantité de capital qu'on met sur le marché. Nous, on dit toujours que pour savoir le quantum, finalement, c'est comme pour faire un point GPS, il faut au moins 3 satellites. Donc on part de la valeur de l'entreprise et il faut l'objectiver avec une expertise indépendante parce que c'est elle qui permet à la fois de remettre de la sécurité dans tout ce qu'on va mettre entre les mains des gens et le cas échéant d'encapsuler les quelques transactions historiques qui ont eu lieu à des prix un peu olé olé parce qu'on a sorti quelqu'un en le surpayant parce qu'on n'avait pas d'option d'achat sur lui quand on l'a viré, ou parce que la déclaration d'ISF d'un des cousins qui a encore du capital, même s'il n'est pas opérationnel dans la boîte, il triche un peu. Voilà. Donc l'expertise indépendante, elle permet de sécuriser le passé et de donner une valeur objective à l'outil professionnel et de le sécuriser vis-à-vis de l'administration sociale et fiscale avant de mettre l'instrument de capital entre les mains des collaborateurs. Donc un expert indépendant, notre bon sens, évidemment votre avocat, qui va mettre en musique la documentation juridique de tout ce qu'on a fait, mais il y a quand même du bon sens et souvent un accompagnement nécessaire de quelqu'un qui connaît parfaitement la boîte à outils dans tout son détail pour être sûr de vous aider à formaliser le cahier des charges, de plonger pour extraire les bons outils et de le mettre sur Excel. Très souvent, l'avocat, il ne met pas sur Excel, donc il ne suffit pas. Il faut mettre un projet d'actionnariat salarié sur Excel pour trianguler finalement l'avantage qu'on met entre les mains des collaborateurs, l'upside ou le gain net qu'on espère pour eux. Ce n'est pas la peine que les arbres grimpent au ciel, ce n'est pas la peine de faire gagner des millions d'euros à un cadre de rang 2. Il faut que ce soit attractif, mais juste calibré comme il faut. Et puis le juge de paix, le troisième point du GPS, c'est donc combien je donne d'avantages, combien ça donne de gain net à objectif atteint, et en somme, quel est le coût pour la boîte et la dilution pour l'actionnaire. Et ce sont bien ces 3 points-là, autour du centre qui est la valeur de l'entreprise, objectivés à dire d'experts indépendants, permettent de trianguler une opération d'actionnariat salarié. Merci beaucoup Jérôme. Alors nous allons passer aux questions qui sont donc nombreuses déjà. Et je commence par celle qui est la plus populaire en l'occurrence sur le site, qui a été likée plus d'une fois. Si le salarié actionnaire quitte l'entreprise, comment ça se passe? Alors il faut l'avoir prévu. Je vais vous raconter une anecdote un jour sur une JV industrielle entre 2 acteurs dont les avocats avaient mal travaillé. Ils ont viré l'équipe de management, maintenu un plan de stock option aux gens qui viraient, et des années plus tard, ils ont vu arriver des courriers recommandés de gens qui exerçaient leurs options, donc devenaient actionnaires de la boîte non cotée, alors que certains travaillaient pour des concurrents. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas prévu un engagement contractuel ou un mini-pacte d'actionnaires avec les collaborateurs associés au capital qui permettait de prévoir les cas de départ, que ce soit des cas où on a envie de maintenir les gens dans leurs droits, un cas de décès, un cas d'invalidité, un cas de départ en retraite par exemple, ou des cas, ce qu'on appelle de mauvais partants, c'est-à-dire de gens qui démissionnent ou de gens qu'on met dehors pour faute, où il faut évidemment avoir la capacité juridique de nettoyer le capital pour pouvoir les sortir dans des conditions de fluidité prévues à l'avance, si jamais ça se produit. Merci. Quels sont les mécanismes permettant de rendre liquides les parts des salariés dans un environnement de petite entreprise? Alors, c'est une excellente question puisque dès lors qu'on est dans le non-coté, on n'a pas une liquidité qui est assurée par le marché et donc il faut organiser cette liquidité. Je dirais que là, les cas sont différents. Prenons le cas d'une entreprise sous LBO, avec des fonds d'investissement qui rentrent. Il est clair qu'il n'y a pas de liquidité intermédiaire à offrir avant la sortie du fonds qui embarquera tous les gens qui ont été associés au capital dans le plan, à l'échéance du plan que le fonds a financé. Dans une entreprise non cotée, plutôt à capitaux familiaux ou possédée par ses dirigeants, il faut évidemment organiser la liquidité. Alors, on a parlé des cas de départ, mais il faut aussi que les gens puissent extraire peut-être régulièrement
la valeur de leur investissement dans le capital de l'entreprise. Et donc ceci doit s'organiser. Ce sont soit les actionnaires qui rachètent, soit l'entreprise en autocontrôle, puisqu'on parle généralement de quantum de capital qui sont parfaitement cohérents avec les limites légales de l'autocontrôle, à 10% du capital de l'entreprise. Et donc actionnaires existants et autocontrôle permettent normalement de financer la sortie des collaborateurs dans les conditions de liquidité qu'on a décidé d'offrir et éventuellement séquencer dans le temps. Merci beaucoup. Alors, une entreprise qui a ouvert 10-15% de son capital à ses salariés, n'est-elle pas plus difficile à vendre? Alors, je ne crois pas du tout, puisque si on a bien ouvert le capital aux collaborateurs, on a forcément, dans la documentation juridique du schéma, organisé des clauses de sortie conjointe ou de sortie forcée. Là, je fais de la terminologie juridique, mais c'est très important, qui permettent, en cas de transaction majoritaire sur l'entreprise, de ramasser tous les collaborateurs actionnaires. Et d'une certaine façon, le dirigeant qui l'aura fait en amont de la cession aura eu la satisfaction de faire bénéficier ses collaborateurs de son prix de sortie sans que les collaborateurs puissent s'opposer à la transaction majoritaire. C'est donc plutôt, si on prévoit une cession, une très très bonne façon d'emmener tout le monde à la maximisation de la valeur qui va servir tous les actionnaires, le cédant et ses collaborateurs. D'accord. Alors, toujours pêle-mêle, tu réponds aux questions qui arrivent. Mon entreprise a une valeur importante. Comment faire rentrer un salarié à une hauteur significative, supérieure à 20%, si celui-ci n'a pas d'argent, de patrimoine personnel. Oui. Alors ça, c'est très vrai. Il y a un cas, vraiment une idée qu'il faut avoir en tête toujours, c'est qu'il ne faut jamais mettre un collaborateur, quel qu'il soit, que ce soit un ouvrier, un employé ou un super cadre, à risque financier personnel démesuré, lié à son investissement dans l'entreprise, puisque ça reste de l'investissement en action et qui plus est concentré dans l'action d'une seule entreprise. Donc c'est évidemment peu diversifié et ça présente tous les risques liés aux aléas du business. Ce qui est clair, c'est que chaque cas est unique. Évidemment, quand on fait des opérations collectives dans le plan d'épargne, en titre en direct ou via un fonds commun, on peut prendre le levier sur l'intéressement, la participation, l'abondement de l'employeur, faire de la décote et plafonner les versements pour que les salariés ne s'exposent pas trop. Ce qui est, ou à hauteur de ce qu'on a décidé qui s'exposerait. Quand on est en face d'un plan ciblé, incluant quelques personnes clés ou même un échantillon un peu plus large, chaque cas est unique. Il y a une grosse différence entre un cadre qu'on a très très bien payé et qui par ailleurs a hérité de son oncle d'Amérique et a quelques centaines de milliers d'euros de patrimoine financier personnel devant lui, avec celui qui a divorcé, qui a une pension alimentaire à payer, les études des enfants d'un deuxième lit et une fin de crédit immobilier. Et donc il faut vraiment tenir compte de la situation personnelle de chacun quand on est dans les strates d'associations au capital ciblé. Et là, une fois qu'on a défini ce qu'ils sont prêts à mettre et qui correspond au niveau de risque qui est juste pour chacun d'eux, c'est à ce moment-là qu'on peut plonger dans la boîte à outils pour prendre des instruments qui vont permettre d'atteindre le montant qu'on veut pour eux en fonction de leur contribution financière. On peut par exemple faire du co-investissement, ils achètent une partie des actions, on rajoute des actions gratuites à due proportion de ce qu'on veut obtenir. On peut utiliser des mécanismes optionnels ou décotés comme des actions de préférence, des BSA, qui permettent d'avoir accès, si des objectifs de performance sont atteints et avec un certain délai, à un quantum de capital supérieur, à condition que ces objectifs aient été atteints, en achetant au début un instrument qui est décoté. D'accord. Alors, stratégie de dividende ou d'investissement, comment gérer les intérêts individuels ? Tu as déjà plus ou moins... Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est assez simple. Quand on ouvre son capital aux collaborateurs, généralement de façon minoritaire, et donc on a toujours le pouvoir de décision sur la politique de distribution. Donc je dirais que dans la majorité des cas, ça ne change rien dans la politique de distribution que les actionnaires et le dirigeant actionnaire décident entre eux ce qu'ils consacrent au réinvestissement dans le développement de l'entreprise et ce qu'ils consacrent à la rémunération sous forme de dividende. Et le dividende va venir pour les collaborateurs actionnaires par surcroît. Il y a un cas qui est un peu particulier, qui est le cas des sociétés de services de type partnership, où là, on a bien un problème de rotation de la partnership. Il faut que les plus anciens puissent prendre leur retraite en valorisant leur patrimoine professionnel pour faire rentrer les plus jeunes. Mais si on prend une valeur de l'entreprise qui est trop élevée, les plus jeunes n'ont jamais les moyens de désengager les plus anciens. Ce sont généralement des entreprises dans lesquelles c'est le dividende pendant que je suis en activité et que je détiens mes titres, qui fait le boulot de mon enrichissement. Et donc là, on a clairement, dans ce type de schéma d'actionnariat salarié, sur les partnerships, une politique de distribution qui est très substantielle et qui permet d'extraire la valeur de l'outil de travail au fil de l'eau, de façon à ce que le prix de cession, quand je sors et que je prends ma retraite, ne soit pas trop élevé pour que les plus jeunes puissent prendre le relais. Alors Jérôme, une autre question, alors ça dépend peut-être du type d'entreprise. Conseillez-vous de proposer l'actionnariat à tous les salariés ? Alors ça dépend vraiment
de la posture du patron et du besoin de l'entreprise. Là, chaque cas est unique. C'est pour ça qu'il faut partir de son cahier des charges et pas de la boîte à outils. Ce qui est clair, c'est que tous les instruments existent entre le ciblé et le collectif. Il y a même des passerelles entre le ciblé et le collectif qui permettent d'optimiser fiscalement. Et en France, quand on veut faire du collectif, on peut le faire de façon extraordinairement efficace, notamment grâce au plan d'épargne d'entreprise, qui est un outil remarquable et qui est vraiment sécurisé. La décision, elle relève vraiment du projet d'entreprise. Il y a deux choses. Prenons un cas de boîte sous LBO. Les fonds d'investissement, quand ils ont signé la charte de l'Association française des investisseurs en capital, ils s'engagent à faire pour les managers de façon ciblée, avec des enjeux financiers significatifs, mais aussi à ouvrir à tout le monde pour, je dirais, rendre leur entrée vue positivement par les collaborateurs et les emmener dans le projet de valorisation à terme. Ça peut être aussi le cas quand je démarre une activité et que j'ai besoin que mon équipe de départ soit intégralement associée au capital pour qu'il n'y ait qu'une seule équipe et que tout le monde porte le projet en co-entrepreneur et pas seulement en salarié. Là où ça se complique, c'est des cas de type actionnariat familial où on peut avoir des problèmes de gouvernance importants à gérer dans les cas collectifs. Et rares sont les dirigeants qui sont capables de l'assumer, il y en a de plus en plus. Et dans ce cas-là, on est plutôt sur des plans ciblés, le cas échéant, en organisant une gouvernance séparée de la gouvernance familiale, de façon à ce qu'on n'ait pas une pollution de l'Assemblée générale et de la gouvernance des actionnaires familiaux avec l'introduction d'individus tiers de l'entreprise. Merci beaucoup. Quel pourcentage du capital conseillez-vous de partager avec ses salariés? Alors, il n'y a pas de règle générale. C'est clair que il faut que l'enjeu financier rapporté à chaque individu représente quelque chose de significatif. Là encore, si les objectifs de performance sont atteints et que l'entreprise s'est valorisée comme vous le souhaitez. Mais évidemment, il y a une différence énorme entre une boîte qui est valorisée 1 million, 2 millions ou 10 millions d'euros et une boîte qui est valorisée 500 millions d'euros. Donc la triangulation dont je parlais tout à l'heure avec nos points GPS, quel avantage quand je mets entre les mains du collaborateur l'outil de capital, combien j'espère qu'il va gagner individuellement si on atteint les objectifs, et en somme de tout ce que j'ai mis entre les mains des gens que j'associe, qu'est-ce que ça donne en dilution et en coût pour l'entreprise? C'est vraiment ce triangle d'or qui permet, à partir de la valorisation de l'entreprise de départ, de savoir quelle est la bonne quantité. Merci beaucoup. Alors, actionnariat salarié égale motivation, est-ce si évident? Quid en cas de baisse de la valeur? Alors évidemment, l'actionnariat salarié, ça reste un investissement en action dans une entreprise avec les fluctuations du business et de la valeur. Alors, il est clair que dans le non-coté, on a la chance que ce n'est pas une sanction de cours de bourse qui peut être très brutale sur les résultats de l'entreprise ou liée à des externalités de type décision sur les taux des banquiers centraux qui tout d'un coup font monter ou baisser les marchés de façon un peu anormale par rapport à la qualité intrinsèque des résultats opérationnels d'une entreprise. Dans le non-coté, on peut lisser un peu. Maintenant, le risque existe. C'est la raison pour laquelle plus on descend dans les strates de collaborateurs, je dirais les moins payés, les moins fortunés, plus on doit utiliser des instruments qui permettent de minimiser un peu le risque. La minimisation du risque, c'est évidemment faire attention qu'ils ne mettent pas un investissement personnel démesuré par rapport à leur surface financière. Puis c'est éventuellement tous les mécanismes de décote ou d'abondement ou de gratuité qu'on peut mettre pour leur donner une sorte de parachute à la chute de l'action. Plus on remonte sur le management et plus on peut se permettre de demander aux gens de prendre un risque financier en valeur absolue significatif parce que leur surface financière et leur compréhension de l'enjeu lié au risque peut être meilleure. Merci beaucoup. Alors, quel montage préconisez-vous à une holding indépendante pour les collaborateurs associés? Alors, je n'ai pas le cas en détail puisque la holding indépendante, ça dépend de ce qu'elle fait. Est-ce que c'est une holding d'animation? Est-ce que c'est une pure holding de participation? Ce qui est clair, c'est que quand on regarde le sujet ou le cahier des charges, il faut se demander qui il y a dedans, pourquoi on les associe, quelle est la nature du business, pour quel projet. Et c'est à ce moment-là qu'on va définir comment on va assembler la palette d'outils qui permet de servir ces objectifs. Il y a un point qui est important, c'est qu'il ne faut jamais confondre association à la performance et association au capital. Il y a énormément d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'ouvrir leur capital parce que c'est trop compliqué, parce que leur situation actionnariale ne leur permet pas, parce que le patron n'est pas prêt à en assumer les conséquences sur son management personnel. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il utilise des instruments de partage du profit, qui sont des instruments en numéraire de type intéressement, participation, bonus, ou instruments de capital mais qui ont vocation à ne rendre actionnaire qu'un instant de raison, c'est-à-dire que dès que je deviens actionnaire, je vends et je réalise ma plus-value, de façon à servir le cahier des charges et à ne pas entraîner de problèmes qu'on ne saurait pas gérer parce que la boîte ne l'a pas prévu. Merci beaucoup. Alors, une autre question d'un autre ordre. Gestion de l'équité entre collaborateurs, jalousie,
point d'interrogation, légitimité, point d'interrogation. Ouais. Ouvrir son capital à ses collaborateurs, c'est avant tout une problématique de management. Et donc, ce n'est pas la boîte à outils qui va régler le problème de management. Et donc, il faut être carré dans ce qu'on propose à qui. Et donc, ça veut dire que d'une certaine façon, soit on fait un call cause, et peut-être qu'on a refusé l'acte de management qui consiste à dire qui est plus important pour le projet de développement que l'autre, soit on fait une règle générale explicable et en acceptant éventuellement un effet de bord sur un collaborateur qu'on aurait peut-être un peu moins associé, mais il se trouve qu'il est là au même niveau que les autres, donc on va faire pour lui la même chose, ou au contraire, on assume une discrimination pleine et entière. Je dirais que c'est plus une posture managériale qu'un problème de boîte à outils. D'accord, d'accord. Alors, est-il possible, on est dans un autre registre à nouveau, est-il possible de réaliser des montages type Sweat Equity dans le cadre d'associations de salariés au capital? Alors, des montages de type Sweat Equity, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à émettre plutôt de la dette convertible, c'est-à-dire des obligations convertibles en actions. Et donc, on a finalement des collaborateurs qui vont mettre leurs sous à l'intérieur d'une obligation qui va avoir un taux de rendement. Et c'est seulement si un certain nombre d'objectifs de performance sont atteints que les obligations sont converties en actions, et elles sont d'autant plus converties en actions que la performance est élevée, ce qui permet de rétrocéder au manager qu'on a associé une part de la plus-value plus importante si on a explosé les compteurs. Typiquement, ce sont des instruments de type optionnel. On pourrait citer les actions de préférence qui fonctionnent un peu sur le même modèle avec une courbe de conversion. Ça permet de paramétrer exactement la courbe de gain des gens par rapport à leur investissement personnel en fonction du niveau d'objectif atteint. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de montage type puisque ça va dépendre de la négociation qu'on a avec les collaborateurs, qu'on a avec les investisseurs extérieurs, le cas échéant. Mais évidemment, dans le cadre de la boîte à outils, tous les outils permettent de paramétrer la courbe de gain qu'on souhaite obtenir dans des conditions de sécurité fiscale et sociale suffisantes. Merci. Alors, on a des questions auxquelles tu as plus ou moins répondu, mais ensemble, est-ce que ça concerne l'ensemble du personnel ou le manager seulement? Ça, c'est vraiment la décision liée au cahier des charges qu'on a. Et ça dépend de la situation de la boîte, des besoins de ressources et du message qu'on veut délivrer. Je vais vous donner un exemple idiot. Je fusionne deux sociétés. Parce que j'ai fait une opération de croissance externe, j'ai besoin d'arrimer les deux équipes, de construire un seul groupe. C'est typiquement un cas où il va falloir ouvrir à tout le monde, même dans des proportions modestes pour les plus modestes de nos collaborateurs, parce qu'on délivre un message sur le nouveau projet, sur le one firm, si vous me passez cet anglicisme, c'est-à-dire sur le fait qu'on est tous ensemble dans un nouveau projet qui éventuellement va porter un nouveau nom. En revanche, si c'est pour redresser une boîte en difficulté et que je fais venir une équipe de redresseurs de tort qui va venir prendre tous les risques pour essayer de sortir la boîte de l'ornière, je vais plutôt associer une partie très limitée de cette équipe-là et pas tous les collaborateurs parce que le risque est trop élevé. Merci Jérôme. L'arrivée au capital change-t-elle vraiment, écrit en capital, la posture et la vision du salarié? Alors, j'en suis intimement persuadé. Et d'ailleurs, ce que nous constatons, c'est qu'il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprises non cotées qui se posent la question et qui y vont franchement. Et ce qui est très important, c'est que quand ceux qui l'ont fait, quand on leur demande s'ils le referaient et s'ils en sont contents, ils sont une écrasante majorité, 85% dans le sondage qu'on a fait avec Opinionway, qui le referaient ou qui sont prêts à le renforcer. Donc il y a vraiment une satisfaction des gens qui l'ont fait qui est massive. Ça veut bien dire que quand on le fait et qu'on le fait bien, on en obtient vraiment des fruits sur le développement de l'entreprise et sur l'implication des collaborateurs. Alors, quel pourcentage minimum du capital conseillez-vous de conserver en deçà de 50%? Ah, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour une raison extrêmement simple. C'est que si j'ai par exemple pour mon plan de développement et de création de valeur un énorme besoin de financement, je peux me retrouver, moi, j'étais dirigeant propriétaire, j'ai levé des capitaux de façon massive et j'ai accepté de me retrouver propriétaire de 20% d'une entreprise dans laquelle j'ai 80% de capitaux extérieurs ou 70% de capitaux extérieurs et 10% sur les collaborateurs que j'ai associés. Donc ça dépend vraiment des ordres de grandeur, des besoins de capitaux et de qui les met pour assurer le plan de création de valeur. Pour prendre un cas limite au sens philosophique du terme, si je fais des EPR, je ne peux peut-être pas espérer rester propriétaire de la majorité de ma boîte après ouverture, alors que si j'ai un métier de service à très faible intensité capitalistique, à la limite c'est moi qui décide de combien j'ouvre mon capital et je peux rester propriétaire sans avoir besoin de lever des capitaux importants. Alors, à partir de quelle taille d'entreprise ça fait-il sens d'ouvrir son capital? Ça, tu en as déjà parlé. Oui, je crois qu'il n'y a vraiment pas de taille. À la limite, quelqu'un qui est tout seul et qui décide de recruter un associé pour développer la boîte peut décider de partager le capital avec lui. Donc, ça commence à partir de un salarié ou un collaborateur. D'accord. Alors, peut-on adjoindre des droits de vote à l'actionnariat du personnel? Alors, la réponse est on peut ou on ne peut pas, puisque la nature de l'instrument de capital que vous allez utiliser,
une action ordinaire en majorité, mais on peut aussi faire des actions sans droit de vote, des actions à dividendes prioritaires pour les collaborateurs. On a parlé d'obligations convertibles. On peut faire des stock options convertibles dans des actions sans droit de vote. Toute la palette des instruments permettent de paramétrer la gouvernance et, le cas échéant, la séquence de distribution pour tenir compte d'un cahier des charges qui est vraiment celui qu'on doit construire avant de plonger dans la boîte à outils, j'insiste. Alors à nouveau, le statut d'un salarié doit-il ou peut-il changer s'il devient actionnaire? Alors, son statut, pas au sens juridique du terme. En revanche, sa motivation, son implication, la façon dont il considère son rôle dans l'entreprise, normalement change de tout au tout si on a bien fait son opération d'actionnariat salarié. J'ai un exemple en tête d'une entreprise que nous avons accompagnée récemment, sur lequel on a notamment ouvert le capital à toutes les têtes de zone commerciales régionales. Et dans le cadre de la croissance, il y avait besoin de restructurer les régions. Souvent, un vendeur qui est assis sur sa zone de chalandise avec sa petite clientèle qu'il connaît bien, on a du mal à le faire bouger parce qu'il considère que c'est sa franchise et que ça lui appartient un peu, ce fonds de commerce-là. Quand les collaborateurs commerciaux sont actionnaires, dans le cas que j'évoque, ça a été extrêmement facile de réaffecter les régions parce qu'il est raisonné en actionnaire et pas en salarié qui va au plus facile à l'endroit où il se sent à l'aise. Merci Jérôme. Alors, action gratuite à 3 de nos employés. Nous n'arrivons pas bien à savoir si cela a beaucoup d'importance pour eux. Qu'est-ce que tu préconises? En fait, il y a un enjeu de quantité en euros. C'est-à-dire qu'un collaborateur que vous payez 60 000 euros et qui vous donne 200 euros d'action gratuite, forcément, ça ne va pas changer sa vie. Et donc, il y a un équilibre entre, je dirais, la surface financière des gens et la valeur de l'instrument de capital que vous mettez entre leurs mains, auquel vous leur demandez de participer avec l'espoir de gain. Et c'est cet équilibre qui est important à trouver en fonction des différentes strates de population pour extraire vraiment la valeur managériale et d'implication de votre schéma d'actionnariat salarié. Après, il y a un point qui est important, c'est qu'il y a une limite. Les arbres ne grimpent pas au ciel. Ça ne sert à rien que l'instrument de capital que vous utilisez donne un espoir de gain trop élevé par rapport à ce qui est nécessaire pour motiver les gens. Cet enjeu de calibrage, il est fondamental et il faut bien passer du temps dessus pour définir son schéma avant de le lancer. Merci. Alors d'ailleurs, y a-t-il obligation de prévenir le comité d'entreprise ? Alors oui, évidemment, dans ces mécanismes-là, il y a déjà, c'est de façon transparente, vous savez que le dialogue social, on récupère le dialogue social qu'on mérite, et donc plus on est transparent avec ses représentants du personnel, et généralement mieux ça se passe. J'en vois qui rechignent un peu derrière la caméra, mais je le dis quand même. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y a un mode juridique de mise en œuvre des instruments qui est à déployer. Par exemple, on ne peut pas faire une opération d'augmentation de capital réservé aux collaborateurs dans le plan d'épargne, sans l'accord du comité d'entreprise pour modifier le règlement du plan d'épargne d'entreprise et déployer l'opération. Donc de toute façon, il faudra passer par leur accord ou au moins par leur non-opposition pour pouvoir le déployer. On a parfois des aventures assez rocambolesques de ce point de vue-là, en posture, puis en conviction. J'ai le cas flagrant d'une entreprise où la CGT n'était pas d'accord pour l'ouverture du capital, la première. On a réussi à faire en sorte qu'elle ne s'oppose pas. Et à la deuxième, pour apporter les titres au LBO secondaire, ils ont exigé que le nouvel investisseur prenne l'engagement de refaire une opération, ce qui prouve que la culture actionnariale s'était développée même à la CGT dans cette entreprise-là. Quand on parle d'outils ciblés, là ça dépend vraiment de l'instrument qu'on utilise et du niveau de transparence qu'on doit avoir compte tenu de la taille de son entreprise sur les résolutions d'assemblée générale et les décisions du conseil d'administration. Il faut juste respecter la loi et le faire de façon propre et carrée. Alors tout à l'heure, on parlait de légitimité, de jalousie. Comment réagissent les autres salariés non engagés quand ils voient leur supérieur devenir actionnaire ? Bon, je dirais, ça c'est vraiment le problème de management, il faut l'anticiper. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Ça dépend de comment on a fait. Si vous avez un super accord de participation ou d'intéressement qui, quand la boîte fait des résultats, distribue beaucoup à l'ensemble des collaborateurs et que par ailleurs vous avez associé vos cadres clés, je ne vois pas où est le problème de management. Si en revanche, vous avez gavé votre comité de direction et que vous n'avez rien fait en termes de dispositif de partage du profit alors que la boîte cartonne, vous risquez évidemment d'avoir des réactions un peu épidermiques de la part du corps social de l'entreprise. Mais les dirigeants que vous êtes savent très bien qu'on pilote ça depuis sa nacelle avec tous les leviers et qu'on active les leviers pour faire un corps social qui, ensemble, emmène l'entreprise le plus loin possible. C'est notamment vrai pour des patrons de l'APM, bien sûr. Merci Jérôme. Alors, en cas d'ouverture du capital, donc avec la transmission de l'entreprise pour objectif, combien d'années conseillez-vous de le faire ?
Combien de temps à l'avance? Ça, c'est très important. Vous savez ce qu'on disait d'Antoine Bernheim, hein, qui a été le patron du groupe Generali. On disait chaque jour qui passe l'éloigne un peu plus de l'âge de la retraite. Alors, ça, c'est quand même le syndrome auquel nous sommes tous confrontés. Hein, et ce syndrome nous menace, chacun de nous. Moi, j'ai 47 ans. Un jour de transmission de mon entreprise, il ne faudra pas que je m'y prenne trop tard parce que sinon, je ne serai plus capable de décrocher et d'organiser à l'avance cette transmission. Il n'y a pas de règle générale, mais je dirais que commencer à se faire à l'idée 5 ans avant et passer à l'acte 2-3 ans avant, surtout si le schéma de transmission nécessite l'association de quelques collaborateurs clés qui sont fondamentaux dans l'économie de la transmission de votre entreprise et de sa pérennisation, qu'il y ait ou non entrée d'actionnaires extérieurs, me semble un bon calendrier. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour s'organiser et pour le faire, sauf quand on a franchement passé les bornes et donc il n'y a plus de limite. Parce qu'évidemment, si on a 75 ans et qu'on n'a jamais transmis son entreprise et qu'on ne l'a pas prévu, ça va être difficile de trouver le temps du financement pour les gens à qui on veut la transmettre, voire des actionnaires extérieurs qui vont venir vous aider à accompagner cette période de transition. Merci, hein, ça continue, hein, on ne te laisse pas tranquille encore Jérôme. Comment valoriser l'entreprise? Quelles clauses indiquer en cas de sortie de la société? Alors, ça, dans une entreprise non cotée, il est fondamental d'objectiver la valeur. Je l'ai dit, hein, pour sécuriser toutes les transactions par le passé, les déclarations qu'on met à l'ISF sur les 25% qui sont sous Dutreil et sur lesquels on paye l'ISF quand même, soit ou les actionnaires familiaux, et puis pour l'objectiver vis-à-vis de l'administration, puisque l'instrument de capital doit être acheté par le collaborateur à son juste prix, même si par ailleurs c'est un instrument à décote, voire un instrument gratuit, c'est juste l'assiette de la taxe qui doit être objectivée à son juste prix. Donc expertise indépendante en fonction d'une méthode multicritère qui mixe l'actif net, les cash flows actualisés, des comparables boursiers ou de transactions comparables, et qui termine généralement sur une formule qui est un multiplicateur du résultat d'exploitation ou de l'EBIT, moins la dette plus le cash. Cette base de valorisation permet de valoriser l'action ordinaire et tous les instruments qui en dérivent, que ce soit une action de préférence, un BSA, une stock option, un bon de souscription de part de créateur d'entreprise, tous ces instruments qu'on trouve dans la boîte à outils. Donc ça, c'est très important de le faire. Après, l'expertise indépendante, donc qui n'est pas faite ni par votre beau-frère ni par votre commissaire aux comptes, c'est fait vraiment par un expert avec lequel vous n'avez pas de lien particulier. Elle est opposable à l'administration, elle permet d'assurer les transactions intermédiaires, la liquidité, donc c'est une base objective qui permet de fluidifier le fonctionnement de son schéma d'actionnariat, mais bien entendu, en cas de cession majoritaire de l'entreprise, elle n'empêche pas de faire une bonne affaire, et à ce moment-là, tous les actionnaires, y compris les salariés que vous aurez associés, bénéficieront de l'upside, de la plus-value réalisée à l'occasion d'une transaction majoritaire qui peut être faite à un prix qui est complètement différent de celui de l'expertise qui était là pour les besoins de la construction du schéma en amont. Alors, doit-on communiquer aux salariés actionnaires tous les comptes de la société, en particulier la rémunération du dirigeant? Alors, la réponse est oui. Quand je suis salarié, c'est un peu comme Jésus-Christ chez les catholiques. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Un salarié actionnaire, il est 100% salarié et 100% actionnaire. Et en tant que 100% actionnaire, il a droit à toute l'information qu'on communique aux actionnaires. Et sauf si on lui a donné des actions sans droit de vote, il doit voter les résolutions, y compris voter les résolutions sur la rémunération du dirigeant. Et donc si on n'est pas prêt à assumer ça, ça veut dire qu'il faut plutôt utiliser un mécanisme d'association à la performance qui ne soit pas fondé sur un instrument de capital. Merci Jérôme. Alors, problème d'équité, si un salarié est très engagé mais ne peut tout simplement pas s'engager par manque de moyens, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Alors ça c'est important, dans les limites où ça reste gérable dans la discrimination des situations individuelles, on voit bien qu'un collaborateur qui a une surface financière insuffisante pour participer à une opération de la façon dont on voudrait qu'il participe et au prix que ça vaut, on peut lui donner un certain nombre d'instruments qui lui permettent de quand même participer. Et par exemple, j'ai un cas en tête que nous avons traité récemment avec RS, tout à fait magnifique, de transmission à 3 collaborateurs d'une entreprise par son dirigeant. Les 3 collaborateurs n'avaient pas les moyens de racheter l'entreprise au dirigeant au prix qu'elle valait. Alors lui, évidemment, il voulait quand même la vendre en réalisant son patrimoine professionnel pour passer du stade de dirigeant privilégié au stade de consommateur épanoui une fois qu'il serait à la retraite. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a amorcé la pompe avec des actions gratuites. Donc il a d'abord fait un cadeau en acceptant de partager une partie de la valeur qu'il détenait. Et muni de ces actions gratuites, les 3 repreneurs parmi ses collaborateurs sont allés chercher une garantie auprès de la banque qui leur a permis de s'endetter progressivement pour désengager le dirigeant. C'était une magnifique opération de transmission qui s'est faite sur une durée de 4-5 ans et qui a été réussie à partir d'un cadeau de départ qui a solvabilisé les repreneurs salariés. Alors, merci beaucoup Jérôme. Que faire lorsqu'on a fait entrer au capital un salarié qui ne prend pas la position d'associé,
suite de la question juste abordée. Ouais, alors ça, là aussi, hein, l'actionnariat salarié est un acte de management. Et donc ça veut dire que si vous avez associé quelqu'un au capital et qu'il vous déçoit, à la limite, il vous aurait peut-être déçu, même si vous ne l'aviez pas associé au capital. Et donc ça veut dire qu'il faut en assumer les conséquences sur le plan managérial. Ça n'est pas parce que quelqu'un est dans le capital qu'on est absolument obligé de le garder, sachant que de toute façon, on lui a fait signer un mini-pacte d'actionnaires ou engagement contractuel qui permet de prévoir les cas de départ. Et donc il ne faut jamais confondre hein, l'outil ou le projet d'association au capital et l'acte de management sur le discernement de qui porte avec nous le projet d'entreprise. Mais ça, c'est les problématiques de dirigeants que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, on continue, hein, pardon, parce que les questions continuent à affluer. Alors, c'est bien. Voilà. N'est-ce pas un risque de conflit, mélange entre le rôle d'actionnaire, le rôle de salarié, respect du dirigeant, si idées différentes? Ouais. Alors, c'est clair que quand on ouvre son capital, on se retrouve avec des salariés actionnaires qui éventuellement ont une tribune d'expression en tant qu'actionnaire et pas seulement en tant que salarié. Maintenant, on l'ouvre de façon minoritaire, on est quand même chez soi, on a gardé le contrôle de l'entreprise, on n'est pas là pour faire un call cause non plus, sauf si c'est le projet bien sûr, hein, ça arrive dans le cahier des charges, c'est rare. Et donc la question est, en management, il y a évidemment un avant et un après ouverture du capital, et après, rien n'est plus comme avant en termes de dialogue et de partage de l'information. Moi, je vois plutôt la situation d'après comme une situation où justement la coopération, hein, le faire des collaborateurs des co-entrepreneurs, est une façon d'aligner les intérêts du dirigeant, des actionnaires et des salariés pour emmener l'entreprise plus loin. Il peut arriver qu'il y ait des situations de conflit, mais là elles se règlent comme se réglerait n'importe quel problème de management avec n'importe lequel collaborateur, actionnaire ou non. Merci Jérôme. Intérêt de partager le capital de filiale à son dirigeant salarié sans le faire au niveau de la maison mère, est-ce possible? Alors ça c'est typiquement un élément de cahier des charges qui est très important. Finalement, quand je veux développer un business et que je mets un patron à la tête de ce business qui est une filiale, je peux décider de l'associer sur le périmètre de la filiale dont il a la responsabilité ou de l'associer au niveau de la maison mère. Et finalement, ma décision, elle va dépendre de l'organisation de mon groupe et de ses perspectives de business. Je m'explique. Si ma holding est une pure holding d'animation de différents métiers qui n'ont pas de synergie, il est clair que j'ai plus intérêt à associer le dirigeant de la filiale au capital de la filiale, c'est-à-dire à l'endroit où il a vraiment son levier. Si en revanche, c'est un métier qui doit développer des synergies transversales avec d'autres filiales que j'ai, tout le monde doit collaborer et donc je vais mesurer la réussite du groupe et le levier de développement que j'ai à l'extraction de ces synergies. Par exemple, j'échange des clients, je déploie des savoir-faire, je fais de la vente croisée, etc. J'ai tout intérêt à ce qu'une part très significative de l'association au capital de mes patrons de filiales soit sur les résultats du groupe, hein, sur l'actionnariat du groupe, parce que c'est comme ça que je vais les inciter à collaborer entre eux pour extraire cette valeur synergique entre mes différents métiers. Donc c'est vraiment un élément de cahier des charges déterminant pour savoir où on ouvre le capital à qui. Merci. Alors le modèle de mon entreprise est de type Uber, donc beaucoup de personnes, peu de salariés. Quel intérêt, risque d'ouvrir le capital? Ouais. Alors ça c'est un point important puisque si on parle purement d'actionnariat salarié, dans un modèle d'entreprise où on a autour de soi des distributeurs indépendants, on a autour de soi des gens de type Uber, c'est-à-dire des auto-entrepreneurs ou une myriade de sociétés externes à l'entreprise, hein, de collaborateurs qui sont finalement associés à l'entreprise mais pas salariés de l'entreprise, finalement, stricto sensu, l'actionnariat salarié ne concerne que mon effectif salarié de ma maison mère et non pas tous ces collaborateurs périphériques de l'entreprise. Maintenant, dans la boîte à outils, il y a un certain nombre d'outils qui ne sont pas des outils d'actionnariat salarié, donc ce ne sera par exemple pas les BSPCE, pas les stocks options, pas les actions gratuites. En revanche, il y a beaucoup d'outils qui sont des valeurs mobilières standards, des BSA, des actions ordinaires, des actions de préférence, que je peux tout à fait utiliser pour arrimer à mon modèle économique des gens externes à l'entreprise, mais qui sont des gros contributeurs de ce modèle, typiquement des auto-entrepreneurs dans un modèle d'agrégation de compétences où je ne suis qu'une plateforme de donneurs d'ordre pour qu'ils puissent exercer leur métier. Et donc finalement, l'actionnariat salarié peut aussi dériver dans des modèles économiques de ce type-là sur une association de tous ceux qui portent des enjeux dans la construction du modèle économique de l'entreprise, même s'ils sont à l'extérieur ou ne sont pas couverts par un contrat de travail stricto sensu de la société qui ouvre son capital. Alors on continue. Comment s'affranchir du jugement des actionnaires collaborateurs sur l'augmentation salariale du dirigeant soumise obligatoirement en AG? Je dirais, si on n'est pas capable d'assumer son salaire en face de ses collaborateurs, c'est qu'il ne faut pas les rendre actionnaires. Voilà, j'ai pas la solution.
Merci beaucoup. Alors, quel montage proposer? Quelles incidences fiscales pour le salarié et pour l'entreprise? Ça, tu l'as déjà évoqué. Alors, oui, il faut donc être prudent sur la valorisation de l'entreprise. Il faut pouvoir la rendre opposable à l'administration, d'où l'expertise indépendante. Alors après, ce qu'on dit toujours chez RS, ça nous fait souvent sourire. Peut-être ça vous fera sourire aussi. On dit qu'on prend l'expert indépendant et que si on n'est pas d'accord avec la valorisation qui sort de la méthode de l'expert indépendant, on peut changer d'expert indépendant jusqu'à ce qu'on soit d'accord avec son expert indépendant. Voilà. Donc ça veut dire que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une expertise indépendante qu'on ne peut pas tomber sur une fourchette de valorisation de l'entreprise qui permet de sécuriser tout le monde et de ne pas mettre le souk dans, j'insiste, la déclaration ISF des cousins familiaux qui ont encore du capital, dans la dernière transaction qu'on a faite pour un autre collaborateur ou pour sa propre entrée dans le capital. Donc tout ça doit se sécuriser proprement. C'est bien le côté indépendant de l'expertise qui va être opposable à l'administration, mais on a le droit d'être intelligent dans la méthode de valorisation que l'expert produit. Alors, en termes de structure, réussir une reprise dans un contexte d'association d'une personne de la famille et d'un salarié dirigeant. Alors, ça, c'est un cas qui est souvent un cas de cahier des charges magnifique. Quand on est dans un cadre familial et qu'on a finalement un patron opérationnel issu de la famille qui va se désengager et que la génération suivante qui va reprendre est parfois pas prête ou tout simplement inexistante. Et donc là, ça veut dire que la transmission de l'entreprise familiale va se faire par recrutement d'un patron opérationnel qui va être extérieur à la famille, peut-être pour la première fois, et soit qui a vocation à finir de développer la boîte parce qu'on n'a pas de repreneur familial dans les générations du dessous, soit qui a vocation à assurer une période de transition où il faudra, quand la génération du dessous sera montée et sera en capacité de prendre la direction, il devra passer la main. Et donc ça correspond à un profil de dirigeant externe à la famille qui est un peu particulier, et une très bonne façon de les attirer et je dirais de leur permettre de bénéficier de la valeur qu'ils auront créée pendant cette période de transition, c'est évidemment de les associer au capital et qu'au moment où la transition avec eux va se faire, ils extraient le fruit de l'accroissement de valeur qu'ils auront contribué à déployer. Donc c'est un cas typique d'utilisation de l'association de collaborateurs au capital et on le traite très souvent. Alors une dernière question, il y en a d'autres, mais on est obligé de conclure. Existe-t-il une formule qui allie les avantages sans les inconvénients? Information donc des salaires des dirigeants, point d'interrogation, exemple stock option. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent quand même d'organiser une gouvernance qui permet qui est maniable dans le contexte. Je peux très bien faire rentrer les collaborateurs dans une société dédiée, une holding dédiée. Du coup, ma chambre de discussion avec eux sera bien l'assemblée générale de cette holding dédiée et pas l'assemblée générale du groupe ou de la société opérationnelle. Je peux aussi utiliser des instruments de capital qui vont rendre les gens actionnaires à un instant de raison. Typiquement, une stock option qui, dès qu'elle est exercée, doit être vendue. Finalement, elle va générer un flux financier lié à l'accroissement de valeur patrimoniale de l'entreprise, mais elle ne va pas rendre les gens actionnaires, ou alors juste le moment d'une fraction de seconde où ils sont actionnaires, puis tout de suite, ils sont obligés de vendre. Donc ça, c'est des instruments que j'appelle un peu, moi, le Canada Dry de l'actionnariat salarié, et qui permettent d'associer les gens à la valeur créée, de façon plus ou moins efficace, sur le plan social et fiscal, sans les rendre vraiment actionnaires. Ça sert quelques-uns des cahiers des charges que nous servons. On peut aussi faire du bonus indexé sur la valeur de l'action. Donc c'est du salaire variable, cotisé, fiscalisé, mais dont le montant dépend de l'accroissement de valeur patrimoniale de l'entreprise. Tout ça est possible. Ça dépend vraiment du cahier des charges et de la posture du dirigeant qui nous demande de travailler sur l'association des collaborateurs. Alors, je te rejoins, Jérôme. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous d'avoir été si participatif. En l'occurrence, on n'aura pas eu le temps de répondre à toutes les questions. On vous propose éventuellement de le faire par écrit, si tu pourrais éventuellement répondre à écrit aux questions qui seraient encore spécifiques, parce qu'elles le sont toutes finalement, spécifiques pour le sujet. On voit bien que chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Merci mille fois. Alors, avant de nous quitter, un sondage auprès de vous, c'est quelque chose que nous lançons. Y voyez-vous plus clair quant à la façon de vous y prendre? On a envie d'avoir votre sentiment à ce moment de l'intervention. Jérôme, est-ce que tu as quelques mots de conclusion à apporter par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? J'espère que les messages étaient assez clairs. Au fond, l'association des collaborateurs au capital, c'est un outil qui donne un levier extraordinaire pour le développement de nos entreprises. Si on sait très bien pourquoi on le fait, c'est-à-dire qu'on est bien parti de son cahier des charges et pas de la boîte à outils, et si on l'a exécuté de façon rigoureuse, en se donnant le mal de bien le mettre en œuvre, de bien le communiquer aux différentes strates de population qu'on a associées. Maintenant, chaque cas de nos entreprises à un moment de leur histoire, dans leur configuration actionnariale, dans le projet qu'elles ont, leur niveau de rentabilité, de développement, leur perspective de croissance est unique, et donc ça signifie qu'il faut bien partir de son cahier des charges avant de plonger dans la boîte à outils, je ne le dirai jamais assez.
Merci mille fois. Alors, on est en train de regarder, je suis en train de regarder en direct les sondages. Oui, 98%. 95%, non 5%. Bon, eh ben, on n'a pas perdu notre temps. C'est formidable. Merci à tous. Merci à tous. Jérôme aura la gentillesse, en plus de faire une synthèse écrite, d'y travailler pour vous. Oui, je peux faire ça, bien sûr. Merci Jérôme. Rendez-vous la fois prochaine pour le nouvel Extra Club qui aura lieu le 15 avril prochain. On vous espère nombreux. On vous enverra évidemment l'invitation avec le thème choisi. Merci encore à tous. À très bientôt.